Alors, imaginez la scène. Un animal a un accident, une blessure au dos. Mais là, soudain, ce sont ses pattes avant qui deviennent toutes raides, comme des bâtons, alors que ses pattes arrière, elles, sont complètement molles, inertes. Comment c'est possible ça? Eh bien, bienvenue, aujourd'hui on va décrypter ensemble cette énigme neurologique assez folle, le syndrome de Schiff-Sherrington. C'est vraiment le casse-tête qui laisse tout le monde perplexe. Parce que franchement, logiquement, une blessure au dos, ça devrait affecter les pattes arrière, non? Alors comment une lésion située en plein milieu de la colonne vertébrale peut-elle provoquer un effet aussi dingue et à l'opposé de ce qu'on attend sur les pattes avant? C'est la grande question, et c'est à ça qu'on va répondre. Voilà donc à quoi ça ressemble concrètement. Les pattes avant sont rigides, hyper étendues, toutes dures. Et à l'inverse, les pattes arrière sont paralysées, complètement flasques. Et la blessure, elle se situe au milieu du dos. On imagine bien le choc pour un propriétaire qui voit ça. C'est une vision très très alarmante. Mais on va voir que cette posture, aussi bizarre soit-elle, c'est en fait un indice super important. Ok, alors pour décortiquer ce mystère, il faut déjà mettre un nom dessus. On parle donc du syndrome de Schiff-Sherrington. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est une maladie? Une sentence? Allons voir ça de plus près. Bon, la définition, la voilà. Et il y a un mot qui est hyper important, c'est le mot signe. C'est vraiment la clé de tout. Le syndrome de Schiff-Sherrington, ce n'est pas la maladie. C'est une sorte d'alarme, un voyant rouge qui s'allume pour dire attention, gros problème ailleurs. Voilà, c'est exactement ça. L'analogie de la voiture est parfaite. Quand le voyant en moteur s'allume sur le tableau de bord, on ne va pas essayer de réparer le voyant, n'est-ce pas? Non, on ouvre le capot. Eh bien là, c'est la même chose. La posture de Schiff-Sherrington, c'est juste le voyant. Le vrai problème, le moteur cassé, il est ailleurs, dans la moelle épinière. Et d'ailleurs, ce n'est pas une découverte d'hier, loin de là. Tout ça remonte à plus d'un siècle avec les travaux de deux pionniers de la neurologie. D'abord Moritz Schiff dans les années 1800, qui a été le premier à décrire ce phénomène, puis au début des années 1900, Charles Sherrington qui a vraiment affiné notre compréhension des réflexes et de la posture. C'est grâce à eux qu'on peut comprendre ce mécanisme aujourd'hui. Allez, on plonge dans le vif du sujet. La partie la plus fascinante, comment ça marche, ce truc? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le système nerveux pour qu'on arrive à cette posture si étrange? On va suivre les fils, en quelque sorte, pour voir où le circuit est coupé. Ok, alors, imaginez la réaction en chaîne. Premièrement, il y a une grosse lésion dans le dos. Deuxièmement, cette lésion va couper des voies nerveuses dont le rôle normal est de calmer les neurones des pattes avant. Troisièmement, ce frein est donc complètement perdu. Et enfin, quatrièmement, sans ce frein, les muscles des pattes avant se mettent en roue libre, ils sont surexcités et c'est ça qui crée cette rigidité. C'est vraiment comme si on avait coupé les freins d'une voiture. Et ça, c'est le point fondamental, le cœur du paradoxe. Il faut vraiment bien comprendre ça. Les pattes avant, celles qui ont l'air d'être le problème, sont en fait parfaitement normales. Leurs nerfs, leurs muscles, tout est OK. Elles sont juste les victimes d'un bug de communication qui vient de beaucoup plus loin en arrière. Pour reprendre l'analogie, elles sont l'alarme qui hurle, pas le feu. Bon, maintenant qu'on sait que la posture n'est qu'un indice, on passe en mode enquête. Le boulot du vétérinaire, c'est de devenir une sorte de détective. Sa mission, ne pas se laisser distraire par l'indice le plus évident, les pattes avant raides, et aller chercher le vrai coupable, la lésion dans le dos. Alors, qui sont les suspects habituels? Dans la grande majorité des cas, la cause est traumatique. On parle d'accident de voiture, de chute ou d'une fracture. Mais attention, ça peut aussi être non traumatique, comme une hernie discale très sévère et soudaine, un saignement dans la colonne, une tumeur qui comprime tout ou même un abcès. L'important, c'est que c'est toujours quelque chose de grave et d'aigu. Pour mener son enquête, le vétérinaire a toute une boîte à outils. Priorité numéro 1, l'examen clinique. Ensuite, l'imagerie, des radios pour les fractures, mais le gold standard, le top du top, c'est l'IRM. C'est elle qui permet de vraiment voir la moelle épinière. Et puis, il y a le test le plus important pour le pronostic, l'évaluation de la sensibilité à la douleur profonde. C'est absolument essentiel pour la suite. Et bien sûr, comme dans toute bonne enquête, il faut écarter les soucis. Le tétanos, par exemple, peut causer une rigidité, mais c'est généralisé à tout le corps. Une lésion dans le cou, ça va toucher les 4 membres. Ou encore la décérébration. Là, c'est très rigide aussi, mais l'animal est inconscient. C'est crucial de faire la différence, parce que le traitement n'a rien à voir. Ok, on a compris le mécanisme, on a identifié les causes possibles. Maintenant, on arrive à la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Est-ce que l'animal peut s'en sortir? Quel est le véritable pronostic? Forcément, quand on voit un animal dans cet état, la première pensée, c'est la fin. Est-ce que cette posture si dramatique est une condamnation? Est-ce que ça veut dire que tout est perdu?
C'est la question la plus angoissante et c'est normal de se la poser. Et la réponse, heureusement, est non. Non, le syndrome en lui-même ne détermine absolument pas le pronostic. Il faut vraiment marteler ce point. La présence de ce signe ne dit rien sur les chances de récupération. On le répète, c'est un voyant, pas le verdict. Alors, si ce n'est pas le syndrome, qu'est-ce qui compte vraiment? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, la présence de la sensibilité à la douleur profonde. C'est le critère numéro 1. Ensuite, évidemment, la gravité de la blessure, sa cause et bien sûr la vitesse d'intervention. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est cette histoire de douleur profonde. Si elle est là, ça veut dire que le courant passe encore, même un peu. Et s'il y a du courant, il y a de l'espoir. Et ça nous amène au message peut-être le plus important de tous. Une erreur classique, malheureusement, c'est de décider de l'euthanasie juste à cause de ce syndrome. Le pronostic, il dépend de l'examen neuro complet et de l'imagerie. Pas de cette posture spectaculaire. Juger de l'avenir de l'animal juste sur ce signe, c'est vraiment juger un livre à sa couverture. Et là, c'est une couverture qui fait très peur, mais qui peut cacher une très belle histoire. Regardez cet exemple concret, c'est très parlant. Un berger allemand de 3 ans. Jour 1, accident de voiture, il a le syndrome, il est opéré. Et tenez-vous bien, jour 3, donc 72 heures plus tard, la rigidité des pattes avant a complètement disparu. Pouf, envolé. 3 semaines plus tard, il marche avec de l'aide. C'est la preuve parfaite que si on répare le vrai problème, le voyant s'étend. Alors, si on devait résumer, voilà les points clés. 1. C'est un signe, pas une maladie. 2. Il indique une lésion grave dans le dos, dans la zone thoraco-lombaire. 3. Les pattes avant n'ont rien, elles sont neurologiquement normales. 4. Le pronostic, c'est la sensibilité à la douleur profonde qui le donne. Et 5. La bonne nouvelle, c'est réversible. Finalement, ce syndrome, c'est une sacrée leçon. Ça nous rappelle à quel point le système nerveux est un circuit complexe et qu'un symptôme peut apparaître à un endroit qui n'a rien à voir avec la source du problème. Ce qu'on voit en premier n'est que très rarement toute l'histoire. Et ça pousse à réfléchir. En sachant ça, quelles autres idées reçues, quelles autres suppositions on a en médecine qui mériteraient peut-être d'être un peu bousculées.